Alors, le sujet de cette étude se fonde sur le livre de Martin Nadeau, Mémoire de Léonard, ancien garçon maçon, excusez-moi, aux éditions Lucien Souni, édition juillet 2011. Cet homme du peuple et de la terre qui a connu un parcours hors du commun pour un enfant né au sein d'une famille de pauvres paysans creusois, en effet de fils de paysans, au parcours de vie tout tracé, il devient maçon à Paris, il connaît l'exil politique en Belgique puis en Angleterre, et à son retour de la Creuse devient député. Alors attendez, je suis désolée, voilà. Il est un pionnier du mouvement populaire et démocratique dans le Paris de Louis-Philippe. Puis il rejoint la minorité contre le président Louis-Napoléon Bonaparte. Se suivent alors 20 ans d'exil en Angleterre. Alors, pourquoi ça ? Voilà. Et plus particulièrement à Wimbledon, à l'école préparatoire militaire, où il enseigne le français et l'anglais. De retour à Paris, il devient conseiller municipal dans le quartier du Père-Lachaise, puis député de la Creuse, son pays natal, pendant 4 législatures de 1876 à 1889. La Creuse is a red point on the map. Lorsqu'il écrit ses mémoires en 1890, le récit de sa vie devient, pour nous lecteurs du XXIe siècle, une allégorie réaliste et sociale, et non littéraire, d'un homme né les sabots dans la boue et qui ne reniera jamais ni ses origines, ni ses amis du début. Sa lutte et sa réflexion politique, il les nourrit de son vécu, d'abord, puis de ses rencontres, de son exil, de ses lectures, lui le galopin qui refuse d'apprendre à lire. Il est un insurgé contre le pouvoir, il va construire pan de mur par pan de mur, il n'est pas maçon pour rien, une réflexion et proposer un nouveau système social, comme la mutualisation économique de ce siècle, par exemple, une approche éducative novatrice pour adultes dont l'objectif final est l'élévation intellectuelle et politique du peuple français. À l'instar de Tom Jones ou Simplicius Simplicissimus, il y a du Picaro chez cet homme. Et c'est justement cette errance du Picaro qui va nous permettre, dans une première partie, de découvrir le monde de la circulation du cuivre en milieu paysan et ouvrier, dans une seconde partie, d'étudier le lien social et financier entre le cuivre et l'or, et de présenter, dans une troisième et dernière partie, le projet de Nadeau, l'économie fraternelle. Alors, I'm sorry, because between the text and the PowerPoint is not exactly the same. OK? C'est pas dans le même ordre. It's not in the same order. Alors, grand 1, le sou. Martin Nadeau écrit ses mémoires à la fin de sa vie. De fils de paysan creusois, il devient maçon et termine sa carrière en tant que député de la Creuse. De ce fait, quand il retrace son parcours, c'est au travers du prisme d'un maçon de la Creuse. Il passe ainsi du sou au franc, et ce, dans la même page. Dans son milieu social, le sou est la monnaie. Une définition de cette pièce permettra ensuite de l'aborder sous les thèmes suivants, les relations sociétales et la pauvreté du peuple. Le sou, l'ancien solde de l'Ancien Régime, venant du latin solidus, c'est un gros jeton en cuivre à faible valeur monétaire. Cette pièce en cuivre, objet sonnant et trébuchant, est la parabole de la pauvreté. Les paysans, les ouvriers ne connaissent que le sou dans ce qu'ils gagnent et dans ce qu'ils dépensent. Et souvent, son absence régit les vies. Cette pauvreté est revendiquée. Comme des quartiers de noblesse. Il est souvent heureux pour un homme de naître pauvre. Je crois que ça a été mon cas, page 106. Cette quête identitaire ressemble à un rempart contre des conditions de vie à la limite de la survie. L'absence de sous est récurrente. Mais je n'ai pas d'argent, cherchez dans ma poche, vous n'y trouverez pas 100 francs, page 84. Malheureusement, nous étions sans argent, page 87. Mettant plein de cette situation, la grande crise du bâtiment en 1854,
qui menaçait de me réduire littéralement à la misère, page 284. Ayant épuisé jusqu'à mon dernier sou, page 291. L'angoisse de ne pouvoir manger est permanente. Mais l'expression la plus imagée, poignante, est la suivante. J'ai appris la signification du mot « battre les gravats ». On dit qu'un ouvrier du bâtiment bat les gravats quand il n'a pas le sou, ni pour aller à la gargote, ni pour boire un canon chez le marchand de vin. À l'heure du dîner, le batteur de gravats se couche sur le plâtre pendant les heures de repas, puis il mord son morceau de pain ou croque une pomme s'il lui reste un sou et boit l'eau s'il a soif. Page 93. Cette expression appartient au paradigme populaire où l'on retrouve par exemple battre le pavé, battre monnaie, etc. Dans l'expression des maçons, il faut souligner le pluriel qui renforce l'absence des sous, battre les gravats. Les gravats étant les détritus d'un chantier. L'absence de sous revient à la non-présence de l'unité. Hyperbole, métaphore, exprime l'extrême dénuement du peuple. Des solutions existent qui enfoncent davantage encore le travailleur dans une forme d'indigence. L'usurier veille comme un vautour et retient à l'avance les intérêts de son prêt sur la somme qu'il remet. Au lieu de nous remettre 400 francs, notre homme ne nous remit que 360 francs, page 88. L'hypothèque sur les petites propriétés des paysans est vécue comme un échec, page 87. Oh là, Sylvain, là je me... Ah. I'm sorry. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Tu débutes. Voilà. Donc, ah, uniquement, oui, alors c'est beaucoup plus simple. Merci. Et il reste le chemin qui mène au mont de piété. Cette pauvreté induit les relations sociétales dans le cadre familial et du travail et entre les individus. Le sou est un lien familial, peut-être plus fort que l'affection, et un lien entre les individus. Pour ne pas dire le lien. En effet, sans cette petite pièce en cuivre, le sort du peuple des paysans et des ouvriers est ficelé, fagoté, écrit à l'avance. Cette pièce qui peut sembler insignifiante, tant sa valeur monétaire est faible, est au cœur de toutes les relations, des plus nobles aux moins honorables, par absence de contrôle de conscience politique. Bon, tant pis. Dans la famille, le sou structure la vie quotidienne. Il permet d'avoir la possibilité d'instruire ses enfants, même si savoir lire et écrire ne semble pas une nécessité pour les différents membres, et engendre des querelles familiales. L'argument principal de ma mère et de mon grand-père était que j'avais déjà dépensé 12 francs et que nos brebis et nos vaches étaient mal gardées, page 46. À quoi sert d'instruire un enfant turbulent, comme si cet investissement devait être réservé aux enfants calmes? La mère et le grand-père sont, comme on dit, près de leurs sous. Le père s'oppose fermement. Il fit taire sa femme en la menaçant de la souffleter et il reprocha à son père qu'il aimait mieux dépenser l'argent au cabaret que de songer à l'instruction de son petit-fils, page 46. Le père qui travaille comme maçon à Paris sait que l'accès à la lecture induit un salaire supérieur. Il y a un relent mercantile derrière cette décision. En effet, dès que son corps le lui permet à 15 ans, le garçon part à Paris pour travailler sur les chantiers du bâtiment. Ainsi, les sous qu'il ramènera quand il rentre l'hiver permettront de payer les dettes et de faire vivre ces paysans qui ne tirent pas leur subsistance de la terre. Car nous n'avions pas moins de 500 francs de revenus à payer chaque année, page 103. J'en tirais chaque année suffisamment pour payer les revenus de nos dettes, page 106. De cette façon, mon père et moi, en réunissant nos économies, nous avions pu facilement nous débarrasser de cette créance, page 152. Le sou ouvre la lecture d'une structure familiale paysanne. Sans le sou, pas de mariage possible pour une fille. Il lui faut une dot.
Ta sœur Madeleine a 20 ans, on nous la demande en mariage. Il faut bien que nous lui constituions une petite dot, page 84. On eut de la peine à se mettre d'accord sur la dot. Les soumis demandaient 1500 francs, mon père ne voulant donner que 1200 et payable par 300 francs tous les 2 ans, page 87. L'argent est si rare et si dur à économiser qu'il faut marchander sa fille, échelonner le paiement et vivre la honte de cette demande. Cette discussion autour de la dot a des relents de Maquignon. Voilà à quoi en est réduit un père qui aime sa fille, mais ladite fille ne semble être alors qu'une marchandise dont il faut faire baisser la valeur monétaire au risque de voir le mariage refusé. Pas de choix ni de vie de famille sans sous. Les enfants ont leur propre valeur, soit par le travail pour le fils, soit par la dot pour la fille. Or la famille, le sous structure la vie sociétale et crée une hiérarchisation. D'abord entre ceux qui ont des dettes et ceux qui n'en ont pas. Où vais-je cacher ma honte quand les huissiers vont venir saisir à la martinèche tout ce que nous avons, page 67. Mais c'est aussi une manière de reconnaître un chef dans le groupe. De compagnons de route versèrent chacun 10 francs entre les mains de mon père. Le voilà trésorier de notre société jusqu'à Paris. La confiance en l'autre et la reconnaissance sociale s'associent au sou que l'on confie ou pas. Le sou est également un marqueur dans l'échelle professionnelle. On nous donnait 36 sous par jour et 40 pendant les grandes journées. Les limousins gagnaient 55 sous ou 3 francs. Les maçons, 3 francs 25 ou 3 francs 50. Page 74. Me voilà de nouveau, garçon maçon, gagnant 42 sous par jour. Page 90. Dufaux paya toujours ses ouvriers 25 ou même 50 centimes de plus par jour que les autres entrepreneurs. Page 109. Je fus avantageusement occupé au prix de 4 francs par jour. J'étais devenu un véritable larodeur. Ainsi, s'il est possible de reconstituer une hiérarchie dans le travail des maçons, c'est grâce au salaire que chacun touche selon son grade. C'est encore une fois le sou qui constitue une entrée dans la lecture de cette société. Les hommes se jugent dans la relation qu'ils entretiennent avec le cuivre. Il y a les avares et les prodigues, ou mangent tout. Chez les premiers, on apprend à compter avec les sous, page 68. Chez les seconds, l'argent leur fond dans les mains en buvant des gouttes et des canons toute la journée. Puis le reste de la semaine, ils mangent du pain, page 69. Ce n'est pas un jugement, mais un constat de la réalité. Les conditions de vie sont dures, beaucoup sont loin de chez eux. Et pour finir, le sou peut aussi être un marqueur du mensonge, de la trahison. J'espère que vous allez lever la main et pousser vos camarades à la lever aussi dans ce nouveau bâtiment. Je vous donnerai 5 sous de plus qu'aux autres, à condition que vous n'en direz rien à personne. 5 sous, c'est toujours ça de prix, mais cela dénote une absence de conscience de classe. Ce n'est pas vécu comme une trahison, mais comme une occasion de gagner davantage. Cela induit que les ouvriers ne connaissaient pas le salaire de leurs compagnons de travail, même si une grille semblait exister. Jamais ma mère ne s'était mis de souliers aux pieds. Dans son esprit, ce luxe était réservé aux bourgeoises. Il n'y a aucune allusion dans cette phrase, et pourtant, quelle métaphore! Les sabots comme le cuivre sont aux paysans, ce que les chaussures, l'argent ou l'or sont aux bourgeois. Les deux sont séparés par une barrière mentale et monétaire infranchissable. I don't know if you understand. It's a sentence. My mother never had put leather shoes because, in her mind, it was only for rich women. And I separated in 2 worlds, the penny world, the sou world, and the gold world. Le sou, cette petite pièce de cuivre à la valeur insignifiante, connaît une vie tenace dans l'imaginaire populaire. Ma grand-mère maternelle, née en 1900, disait sans cesse « il faut 20 sous pour faire un franc ». Et mes vieux amis sévenols, même après la création de l'euro, alors qu'ils avaient connu les anciens francs puis les nouveaux francs, répétaient eux aussi cette phrase. Et ne dit-on toujours pas « un sou c'est un sou » dans les campagnes françaises. Ces exemples sont un indicateur de la place monétaire et même affective que tenait cette pièce
dans la classe ouvrière et chez les paysans. J'emploie le monème de paysan car il crée le lien entre l'homme et son territoire, son pays, au contraire d'agriculteur qui induit la technicité en premier. Mais le sou est insidieux. Le sou est un golem multiforme qui se transforme en pièces d'argent, pièces d'or, billets de banque et, finalité extrême, en chèques de banque. Partie 2. Le sou, un golem monétaire. Nous avons vu que si dans la première moitié du XIXe siècle on compte en sous, on parle aussi en francs. Maintenant, l'étude va s'attarder sur les métamorphoses du cuivre dont la valeur était minime et qui pouvaient rapidement devenir très lourds à porter au sens propre. Mais avant de le transporter, il faut savoir où l'entreposer. En moins de 6 mois, avec l'aide de 3 compagnons, j'eus, mes journées comprises, un bénéfice de 1300 francs que mon patron me versa à la présentation de mon mémoire. Je fus alors pris d'une grande inquiétude, où cacher mon magot. Je n'avais pas la moindre idée des caisses d'épargne et j'étais en chambre avec mon fidèle Jean Roby et Jean Lafay de Saint-Hilaire, qui étaient bien aussi novices que moi. Dans les matelas, il n'y avait pas à y penser, c'était la concierge qui faisait nos lits et nous ne la connaissions pas. Si nous le mettions dans une de ces pelotes de ligne qui sont accrochées au plafond, me dit Jacques Lafay, page 159. Il s'agit des cordes ou ficelles dont les maçons se servent dans leur travail, par exemple pour les alignements. Ce passage donne 2 indications. Être en possession d'une somme importante pour un maçon génère une excitation mais aussi une angoisse, comme un enfant qui reçoit pour la première fois des étrennes et qui va chercher dans sa chambre la meilleure cachette pour que sa fratrie ne vienne piocher dans son trésor. Et la première pensée, bien naturellement, dans le matelas. Mais bien que novices, ils ne sont pas pour autant naïfs. Le choix de leur cachette est directement lié à leur profession. Utiliser les pelotes de ligne accrochées au plafond, seuls eux savent qu'elles existent et peuvent y penser. Ils n'envisagent pas les lattes du plancher ou de les mettre par petits tas dans des cachettes différentes afin de limiter la perte si vol il y avait. Ils s'accrochent à leur seule connaissance de leur métier. Je n'avais pas la moindre idée des caisses d'épargne, page 159. Les ouvriers, dont la référence monétaire est le sou, sont dans une totale inculture monétaire et économique. Quand il leur faut emprunter, ils vont chez l'usurier le plus proche ou chez ma tante. Ils gagnent petit, vivent petit par absence d'instruction et d'analyse politique, et le sou symbolise leur position sociale au-delà de sa valeur monétaire. S'il était nécessaire de préserver les sous en les cachant, il faut maintenant les ramener au pays pour que la famille puisse régler une partie des dettes et avoir une avance pour passer l'hiver. Il s'agit de pièces de 100 sous, 5 francs, les plus grosses pièces d'argent, mais qui deviennent de sorte un multiple du cuivre. Je fourrai le tout dans 4 sacs placés au fond de la malle, page 188. Pour rentrer chez lui, il lui faut prendre 3 diligences successives et finir le voyage à pied pendant quelques kilomètres, la malle chargée de 4 sacs remplis de sous. J'ai envie d'ajouter de sous-sous. Un de ses cousins l'aide à porter la malle chez ses parents. Je sortis ensuite un sac de 1000 francs, puis un second. Alors, père, mère, femme et sœur ne se comptèrent plus de joie. On se mit à chanter, à sauter, à s'embrasser. Un moment après, je dis à ma femme, « Cherche donc, dans un autre coin, il y a peut-être autre chose. » Elle en sortit un 3e et dit en même temps, « Je crois qu'il y en a un autre. » Elle les prit et les posa à côté des 2 premiers, page 188. La scénographie de ce passage ne peut échapper à quiconque. Il y a un crescendo dans la découverte des sacs. La métamorphose de Saint-Nicolas, même s'il y a absence de champ lexical s'y rapportant, est cependant présente. D'abord le long voyage en diligence, le traîneau, le sac si lourd qu'il faut 2 hommes pour le porter, la hotte, et pour finir, les 2 sacs cachés, les derniers cadeaux qui restent au fond de la hotte. La joie inhabituelle dans cette maison, on se mit à danser, à s'embrasser, indique qu'il s'agit d'un jour exceptionnel dans leur vie. On se mit à vider le sac et à placer leur contenu par piles de 100 francs. La table était à moitié couverte d'une nappe d'argent d'une blancheur éclatante. Il était plus de 2 heures du matin quand nous cessâmes de contempler,
ce que nous appelions un ravissant tableau, pages 188 et 189. Le lyrisme transparaît dans le champ lexical suivant, notamment avec le monème contemplé. Nappe d'argent, blancheur éclatante, contemplé, ravissant tableau. L'argent, de par sa quantité fortement inhabituelle, devient une œuvre d'art, un tableau symbolique monochrome, expérience nouvelle dans cette famille. Voilà des enfants qui jouent avec les cadeaux d'un Saint-Nicolas et se laissent emporter dans une poésie monétaire. Le sou se transforme en joie, art et magie. Et oui, le sou cache bien sa polymorphie sociale. Mais après la fête, la misère du sou reprend sa place, entre autres, au milieu des ouvriers anglais dans le Lancashire. À ce moment, les ouvriers des manufactures de Preston, ou pour mieux dire de tout le Lancashire, étaient en grève. Pendant plus de 4 heures de temps, je vis arriver dans une immense salle des ouvriers portant de longs sacs remplis de sous sur leurs épaules. Ils les vidaient sur les planchers, page 285. Dans ce passage, la métaphore est tout autre. Fini le sou-bonheur. Là, c'est une procession de fourmis qui déversent, telles des jarlots. Alors les jarlots, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Dans le Beaujolais, ce sont les personnes qui portent la hotte sur leur dos et dans lesquelles déversent les vendangeurs leur... voilà. Donc c'était une image régionale. Tels des jarlots, leur butin. L'ensemble sous-entendu par une hyperbole. Plus de 4 heures de temps, immense salle, long sac, rempli. Cette masse incroyable est liée aux quêtes. Il s'agit d'un tout autre paradigme que de celui du bonheur. Ces sacs lourds de sous sont l'écho de travail pénible, des salaires de misère, d'une vie vide d'avenir. Ces sacs sont lourds de poids mais pauvres de richesse monétaire. Et pourtant, sous le sou, le golem est tout proche et s'appelle or, billet et chèque. J'étais tellement novice dans les questions d'argent que je ne songeais même pas à changer mes pièces de 100 sous, soit en pièces d'or, soit en billets de banque, page 188. Il chercha dans son portefeuille et me donna 2 billets de banque de 100 francs chacun, page 228. Et la note contenait un chèque de 5 livres sterling, 125 francs, page 301. En décembre 1859, mon supérieur me remit mon chèque trimestriel, page 302. C'est vers les années 1850 que Nadeau accède à la petite bourgeoisie et de ce fait, sa relation à l'argent évolue. Il est encore un simple maçon lorsqu'il porte dans sa malle les sous et ne pense pas à les changer en or ou en billets de banque. Cela n'entre pas dans sa pratique sociale. Il est encore un paysan pour qui un sou est un sou et rien ne peut égaler le bonheur d'étaler des sacs de pièces en cuivre. Dans un premier temps, le jouissif a comme vecteur la quantité. L'argent est si dur à gagner qu'il y a bien un rapport au plaisir que d'en posséder. Et tant pis si la valeur monétaire est faible. Or, avec l'évolution pas à pas vers la petite bourgeoisie, c'est-à-dire vers un meilleur salaire et un autre confort de vie, le sou redevient ce qu'il a toujours été, un rond de cuivre à la valeur très modérée. Il perd sa référence monétaire. À ce moment-là, d'autres moyens de paiement apparaissent. Le billet et le chèque en Angleterre. La monnaie sonnante et trébuchante se transforme en bout de papier, certes bien plus aisé à transporter, mais aussi combien plus abstrait. La pratique du billet et du chèque va de pair dès que l'on entre dans la petite bourgeoisie, de même que le paiement ne se fait plus à la journée. Dès cet instant, la monnaie qui avait été jusque-là un objet lourd, salissant, devient un concept aisé à porter dans une poche. Mais sa mutation n'est pas terminée, loin de là. Elle va aller jusqu'à la dématérialisation. Donc en troisième partie, la dématérialisation du sou. Dans les 2 précédents chapitres, le sou changeait en or, en billets ou encore en chèques en Angleterre. Il passait de main en main pour être plus imagé. Il n'y avait aucun intermédiaire entre 2 personnes physiques. On travaillait et on touchait un salaire. On avait des sous ou on en manquait, la relation était binaire. Au moment où l'on m'ouvrait les portes de Saint-Pélagie, qui est une prison, le général Laide me tendit au nom de ses amis plus favorisés que moi par la fortune un rouleau, je crois, de 1000 francs. Nadeau
rejoint dans la proscription comme député la grande bourgeoisie et on lui remet un rouleau de 1000 francs, un rouleau de banque de 50 louis. Mais c'est de l'or de France, dans un rouleau de papier, l'or se cache dans le papier qu'il transporte. La Banque de France et 200 familles gardent l'or et émettent les billets. Cette expression est encore utilisée dans les années 1980 pour dire qu'une valeur était sûre, on disait c'est BDF, une affaire en or comme garantie par la Banque de France. La Banque de France n'a été nationalisée que le 2 décembre 1945, la Libération. Voilà. Il existait déjà les banques qui appartenaient au monde des affaires et de la bourgeoisie. Les événements ouvriers de 1840 vont pousser les travailleurs à créer leur propre société mutuelle qui sera suivie par d'autres sociétés innovantes. À partir de ce moment-là, le sou du pauvre entre dans une nouvelle phase de sa vie. D'objet concret, il se métamorphose en une entité que l'ouvrier ne peut plus mettre au fond de sa poche, mais qui existe bel et bien sous une forme dématérialisée. La relation se passe désormais entre une personne physique, l'ouvrier, et une personne morale, société mutuelle, caisse de retraite, etc. Les avances de 30 millions faites au commerce de Paris par la banque, ainsi que celles du comptoir d'escompte, produisirent à l'époque un effet merveilleux, page 113. Le déterminant défini là doit-il être compris comme le marqueur qu'il n'existe qu'une seule banque, la Banque de France. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la première fois que le sou transite par un institut, une personne morale. L'usurier du coin, on le connaît, et l'argent passe de main à la main. Sociologiquement, il n'y a aucun sème comparatif entre les deux. Voilà quels étaient les hommes qui, en 1840, avaient organisé la première grève qu'on avait vu entreprendre par les ouvriers du bâtiment. Ils échouèrent, c'est vrai, sur ce point de la grève. Mais aussitôt, les mêmes hommes se mirent en devoir de fonder la société mutuelle, l'Union des ouvriers du bâtiment. Était-ce une boutade de leur part, une frivolité passagère de leur esprit ou le résultat d'une pensée, d'une opinion réfléchie et bien arrêtée qui les portait à créer cette utile institution? Sur ce point, le doute n'est pas permis. Arrêtez, qui les portait à créer... sur ce point, le doute n'est pas permis, attendu que depuis, l'Union mutuelle des ouvriers du bâtiment n'a pas cessé d'exister et qu'aujourd'hui, tout en accordant des pensions annuelles à ces vieux et fidèles sociétaires, elle a près de 500 francs en caisse, page 158. L'idée de la création reste floue, mais les ouvriers comprennent, peut-être instinctivement et non intellectuellement, que leur nouvelle force est de se munir d'instruments calqués sur ceux de la bourgeoisie, et que pour être utilisé à son ultime maximum, le sou doit quitter la poche de l'ouvrier et grandir dans une union mutualiste. Ersatz, en quelque sorte, de la banque bourgeoise, mais dont le travailleur reste le seul et unique gestionnaire. C'est un changement radical dans la relation entre le peuple et la monnaie. Puis, dans d'autres conférences, j'abordais des sujets d'un intérêt plus direct, plus immédiat, tels que les importantes questions de caisse, de retraite pour la vieillesse, celles sur les sociétés de secours mutuels, la création des écoles d'apprentissage, page 313. Aussi, je me hâtais de déposer un projet de loi pour la création d'une caisse nationale de retraite pour la vieillesse. La très grande majorité de nos concitoyens en est réduite à avoir recours à l'assistance publique et à demander le pain de l'aumône sur leurs vieux jours, page 323. Ces propositions sécurisèrent la vie de l'ouvrier dès l'âge de travailler. Les écoles d'apprentissage apportent les connaissances basiques en lecture, calcul et forment un métier, ce qui doit éloigner le risque du chômage. Les sociétés de secours mutuels prennent en charge en cas de maladie, d'accident et évitent de perdre le logement insalubre mais nécessaire. La Caisse nationale de retraite offre à chacun un minimum pour vivre sans être à la charge de ses enfants et évite d'augmenter le nombre d'indigents. Ces trois créations, par une utilisation sociale et solidaire du sou, rendent de la dignité et une sécurité à des gens qui ne connaissent ni l'une ni l'autre. Là, je vais trop loin. Attends. Bon, alors attends. Sorry. Et comment on remonte? Ah, ok. Voilà, non, c'est bon. Conclusion. La lecture des mémoires de Léonard, ancien garçon maçon, a permis de suivre les pérégrinations dans le temps de la pièce en cuivre entre 1815 et 1898
et dans l'espace de la Creuse à Paris en traversant la Belgique et l'Angleterre. Monnaie du paysan et de l'ouvrier à tel point que changer ses sous en francs à plus de 100 sous n'est pas envisageable, elle marque au fer rouge le peuple. La quantité possédée en pièces est l'indicateur d'une bonne saison. Il faut pouvoir en recouvrir une table de ferme. Le passage aux pièces d'or, aux billets de banque ou aux chèques, en Angleterre, signe l'accès à l'échelle sociale, l'appartenance à la petite bourgeoisie. L'approche de la monnaie du XIXe siècle aurait pu s'arrêter là. Mais le sou a su insuffler des projets ambitieux pour protéger le peuple à qui il appartient. Il prend une forme dématérialisée, certes, au début des sociétés de secours mutuels, des ateliers d'apprentissage, des caisses nationales de retraite. Nadeau a tenu un rôle très grand dans cette évolution. Simplement, sa finalité n'est plus d'appauvrir les démunis, mais au contraire de leur donner des moyens de rester dignes et humains. Alors, attendez, sorry, voilà. Donc, voilà. Thank you. Merci. J'ai tenu combien de temps ?